Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va vous présenter le thème de l'UI, l'UX et les tunnels de vente. Ah, pardon. Donc voilà notre sommaire. Ces dernières années, le comportement des consommateurs a subi de nombreuses évolutions. Donc, créer des liens avec les consommateurs s'est fortement complexifié, d'autant plus que l'exigence et la volatilité ont fortement augmenté. Donc, aujourd'hui, 82% des consommateurs ne réitèrent pas l'expérience après une seule mauvaise expérimentation. Il est devenu indispensable d'adopter une expérience client solide. Donc, le terme d'expérience utilisateur, donc qui est l'UX, a été inventé il y a 3 décennies et c'est seulement depuis quelques années qu'il s'est imposé dans le secteur du digital, donc pour améliorer les stratégies des entreprises. L'expérience utilisateur ne se résume pas qu'au design ou à l'ergonomie, mais fait partie d'un processus complet qui place l'utilisateur au centre des préoccupations. Donc, de plus, l'élaboration de la stratégie UX relève d'une certaine conception et optimisation du tunnel de vente. Donc, l'optimisation du tunnel de vente fait d'ailleurs partie d'un cycle d'amélioration continue dans la lignée des méthodes de design concernant l'UX, donc l'expérience utilisateur. Ainsi, les performances d'un site Internet sont interdépendantes à la qualité de l'expérience client. Donc, l'UX est un moyen fondamental pour favoriser l'engagement des internautes et le tunnel de vente couplé à cette stratégie UX permet donc d'obtenir des résultats significativement meilleurs pour les entreprises. Donc, ainsi, nous pouvons nous demander comment les entreprises, en intégrant la stratégie UX-UI et des tunnels de vente, peuvent améliorer les performances et satisfaire davantage les utilisateurs. Donc, tout d'abord, nous allons voir les définitions générales des termes. Donc, l'UI, qui est l'user interface, se traduit comme interface utilisateur. Donc, une interface est la partie visible de la machine par l'homme. C'est un dispositif qui permet de mettre en relation l'utilisateur et le produit et de communiquer entre eux. L'interface utilisateur est donc une vitrine qui masque la complexité et la technologie et la rend facile à exploiter pour l'utilisateur. De manière concrète, elle se caractérise par ce que voit l'internaute lorsqu'il se rend sur un site d'e-commerce. Il s'agit de la présentation graphique, le produit fini. Elle a pour but de proposer une version visuelle finale. Donc, cela peut comprendre la forme et les couleurs des boutons sur lesquels les utilisateurs cliquent, les textes, les images, les curseurs et les polices choisies. Donc, lui est donc en charge de l'attractivité de l'interface du site web ou de l'application. Une bonne interface utilisateur a donc pour objectif de garantir à l'utilisateur une expérience intuitive, fluide et conviviale sans qu'il n'ait besoin de fournir un grand effort ou d'avoir une compétence particulière. Une conception d'interface utilisateur réussie contribue donc à une expérience utilisateur positive, ce qui constitue un avantage concurrentiel. Donc, en ce qui concerne l'user experience, l'UX est une stratégie qui qualifie l'expérience utilisateur au travers du digital. Elle représente l'expérience digitale du consommateur. Donc, cette stratégie englobe tout ce que Alice, tu peux recommencer à User Experience. Oui, j'en suis. L'audio, c'est pour après. Donc, cette stratégie englobe tout ce que l'internaute ressentira, donc que ce soit positif ou négatif lors de sa navigation sur le site Internet. Donc, l'user experience. Donc, l'UX, c'est l'user experience et c'est une stratégie qui qualifie l'expérience utilisateur au travers du digital. Donc, elle représente en fait l'expérience digitale du consommateur. Et cette stratégie englobe tout ce que l'internaute ressentira, que ce soit positif ou négatif, et lors de sa navigation sur le site. Donc, l'user experience s'intéresse à la qualité de l'expérience vécue par une personne en interaction avec un système, un service ou un produit digital, qui soit digital ou non en fait. L'UX est ressenti au travers du design, de l'architecture, du contenu, de la facilité à naviguer. Et de fait, l'UX doit améliorer le plus possible en fait, l'expérience utilisateur en prenant en compte des moyens limités, mais ayant un impact maximal sur les revenus de l'entreprise. L'objectif de l'UX est de faire en sorte que la navigation de l'internaute soit instinctive afin qu'il puisse progresser facilement sur le site. Et cette stratégie vise à le convertir en tant qu'acheteur et de le rendre fidèle. Cependant, l'UX est subjective, elle est propre à une personne en particulier et étant donné que chaque individu est différent et n'éprouve pas les mêmes émotions et perceptions. Alors, pour continuer, on va définir le tunnel de vente. Donc, en fait, c'est la représentation visuelle du parcours client. Il s'agit d'une succession d'étapes qui mènent un internaute de la visite d'un site d'e-commerce à l'achat. Et il permet de fait d'identifier
et de visualiser le parcours client et ainsi d'accompagner ce dernier jusqu'à la conversion. Et le visiteur entre dans ce tunnel en simple prospect et passe au travers justement de différents processus lui permettant de ressortir en tant que client. Et à l'entrée de cet entonnoir, l'entreprise cherche à générer un maximum de prospects dans le but qu'à les fins, que ces prospects soient filtrés pour qu'il ne reste seulement qu'un nombre restreint de clients, que ce soit en fait ceux qui sont prêts à acheter. Alors, il faut savoir que le taux de conversion et le taux de rebond sont des indicateurs qui nous permettent de savoir si notre tunnel de vente est efficace. Et cette efficacité peut être déterminée par le nombre d'offres dans l'entonnoir de vente et par le temps moyen écoulé depuis le premier contact jusqu'à l'acte d'achat et par le biais du pourcentage moyen des ventes conclues. Donc là, on va commencer la partie sur les similitudes et différences entre chacun des termes et chacune des utilisations. Alors, il faut savoir que l'UX n'est pas l'UI. En fait, ils possèdent respectivement des missions bien distinctes, vous l'aurez compris, mais restent cependant complémentaires. Donc, l'UI autorise la visualisation des données et de la saisie. Et l'UX est au contraire la partie qui en est plutôt immergée, car elle répond au mieux aux demandes de l'utilisateur. Et finalement, le but d'une UI est de donner justement l'accès à cette UX et de répondre de la manière la plus efficace possible aux attentes des acheteurs. Le visiteur est de fait confronté également à faire le choix entre rester dans le tunnel de vente ou alors de le quitter. Donc, vous l'avez compris, un tunnel de vente est pensé de sorte à minimiser au maximum les distractions avec des boutons de partage, des liens sortants ou encore des accès menant à de nouvelles pages. Et ainsi constitué d'une succession de pages, le tunnel de vente est beaucoup plus adapté à la conversion plutôt qu'un site web parce que la différence provient justement par exemple de l'absence de menu ou du footer, donc c'est la partie qui est en bas d'une page web. Le tunnel de vente et le parcours client sont deux concepts qui sont eux aussi complémentaires, bien qu'ils présentent des différences. Le parcours client peut être traduit comme le chemin que le client doit emprunter depuis sa connaissance avec la marque jusqu'à son achat. Et le suivi du parcours client nous permet justement de comprendre la manière dont les clients effectuent leurs recherches sur l'entreprise via par exemple le web, les évaluations que les clients attribuent, les obstacles qu'ils rencontrent lors de la prise de contact. Donc, si le prospect en fait se trouve en haut de l'entonnoir, il s'informera probablement sur un blog ou sur la foire aux questions de l'entreprise. Et au contraire, s'il se trouve en bas, ils s'intéresseront davantage aux emails personnalisés ou alors au travers d'un callbot. Alors, à droite du diaporama, vous voyez un exemple de tunnel de vente, donc je vais vous le décrire assez rapidement. Dans un premier temps, on atterrit donc sur une page de landing page. Donc, c'est une page web qui a pour but d'imposer une stratégie d'inbound marketing. Et ensuite, on tombe sur l'opt-in qui demande justement un consentement pour le partage de données. Puis, on a une page de remerciement. Et en contrepartie du don d'informations, une page lead magnet apparaît offrant ainsi un contenu ciblé à l'utilisateur, donc un contenu personnalisé. Et l'utilisateur se dirige vers une page de commande ensuite. Et alors que l'utilisateur ajoute justement un produit au panier, une page upsell s'ouvre à lui en lui proposant d'acheter une version un peu plus haut de gamme que celle choisie à l'origine. Et enfin, à l'issue de l'achat, une page de remerciement s'ouvre à nouveau avec un call to action qui peut être une option d'inscription ou alors d'achat ou encore des recommandations. Et une nouvelle page upsell apparaît toujours incitant l'utilisateur à acheter. Donc, l'assemblage justement de ces pages pousse toujours l'utilisateur à se convertir en client grâce aux outils et stratégies marketing de conversion. Donc maintenant, on va passer donc à un exemple concret. Donc parmi autres, les sites les plus connus et les plus utilisés, donc Airbnb, utilise l'UX et l'UI afin d'optimiser au maximum l'expérience utilisateur, surtout lorsque son offre de service n'est disponible qu'en ligne. Donc tout est fait de façon à ce que l'utilisateur puisse répondre à son besoin de la manière la plus facile et la plus intuitive possible. Donc en résumé, l'interface d'Airbnb, elle est claire, simple, attractive et agencée de manière intelligente, logique et intuitive. Le travail du UI est donc intéressant. Les couleurs restent simples pour ne pas interférer avec les contenus, notamment les photographies qui sont de qualité irréprochable, donc qui sont vraiment importantes pour l'expérience utilisateur pour qu'il choisisse sa destination. Enfin, les curseurs sont bien positionnés et compréhensifs et de manière stratégique. Donc, en ce qui concerne l'UX, la stratégie est menée de façon à ce que les consommateurs se sentent guidés, écoutés et accompagnés, tout en étant maître de ses choix et de ses besoins. Donc, le design est plutôt responsive, donc l'utilisateur peut utiliser le site sur tous les supports sans friction. Donc, pour terminer, il est convaincant, sécurisant et à l'image de la marque. Et le cheminement peut donc arriver jusqu'à l'action finale, donc, qui est donc la réservation ou la mise en ligne d'un bien sur le site. Et c'est donc fluide pour l'utilisateur et sans friction, ce qui est vraiment important pour le site.
Donc, grâce à un site simple et facile en main, donc le consommateur sera plus enclin à faire sa réservation et s'il est satisfait, il sera plus propice à renouveler cette expérience et en parler autour de lui. Donc, on a fait une petite aparté sur le site SimilarWeb. Donc, on a constaté que Airbnb possède un taux de rebond de 30,78%, ce qui est un très bon taux de rebond, car un bon taux de rebond est en effet inférieur à 50%. Donc, ce qui justifie vraiment que son tunnel de vente et que sa stratégie est performante et donc, par conséquent, un site web bien construit. Donc, maintenant, on va parler rapidement d'un autre exemple qu'on a trouvé avec une stratégie moins aboutie, moins performante et voire absente. Et donc, les professionnels, d'ailleurs, de nos entretiens nous en ont bien parlé. Et donc, on voit vraiment que c'est un site qui est plutôt très chargé, avec beaucoup d'onglets, des informations assez superflues qui peuvent perdre facilement le consommateur. Donc, c'est une interface assez spéciale pour un site marchand, une expérience peu fluide. Là, vous voyez une grande liste. Et donc, si je faisais quelques citations en fait, de notre entretien, notamment avec Charles Roilier, on retiendrait ces citations. Donc, un peu de rassurance avec les labels bio. Donc là, on est sur un layout qui m'a pas l'air très responsive, très limité au niveau de la place. La navigation peut être largement améliorée. Il y a trop de couleurs. Les boutons d'action, par exemple, ajoutés au panier, je ne les trouve pas très mis en avant. Lui reste assez cohérente, mais c'est vrai que le site est un peu vieillissant pour le coup. Là, ça rajoute beaucoup de lignes et ça charge mentalement l'utilisateur. Donc ça, c'est pour la liste sur le côté. Donc, de plus, donc grâce encore une fois à SimilarWeb, donc là, on voit que le taux de rebond pour Aromazone, il est de 51,37%, donc un peu supérieur à 50%, ce qui fait qu'il est moins performant, par exemple, que celui de Airbnb. Et cet indicateur peut donc remettre en cause donc, la performance un peu du site Internet. Donc maintenant, on va passer aux méthodes d'analyse de l'UX UI. Donc pour rappel, on va faire un petit rappel. Donc qu'est-ce que... Oh, pardon, je me suis trompée de diaporama. Qu'est-ce qu'un bon UX UI? Donc, tout d'abord, un bon site web doit répondre aux besoins des utilisateurs, mais aussi du propriétaire. Donc, le site doit ainsi être facile à utiliser avec un contenu utile et attractif, proposé sous une esthétique plaisante et agréable afin de faire passer à notre utilisateur une bonne expérience. Donc, on a mentionné donc, les contraintes qui sont citées dans l'article du travail humain, qui nous permet d'aborder donc, le mélange entre ce qui est un bon UI pour un site web. Donc, on a notamment des contraintes esthétiques qui concernent plutôt les aspects visuels du site, comme les couleurs de l'interface, les contraintes liées au contenu informationnel qui concernent le type d'information à faire figurer sur les pages du site, que l'utilisateur trouvera intéressante et utile, et les contraintes ergonomiques qui concernent vraiment la façon dont les utilisateurs vont accéder au site. Donc, c'est un peu la partie intuitive du site. Et en mêlant ces trois aspects, on retrouve les caractéristiques d'un bon UI et d'un bon UX. Donc, pour un bon UX, il faut avoir pris en compte, bien entendu, les émotions des utilisateurs, car plus le site lui plaira, plus celui-ci sera enclin à réaliser des actions sur le site. Et pour un bon UI, ils font donc des couleurs respectant la charte graphique et cohérentes avec le site web, une typographie lisible, des visuels impactants qui accompagneront donc l'utilisateur sur le site. Et pour terminer, d'après SnowWeb, il faut en permanence étudier les tests utilisateurs pour comprendre leurs frustrations et les faire disparaître. Alors, ensuite, on a analysé les méthodes d'analyse de l'UX et de l'UI. Donc, il faut rappeler que l'UX est totalement centré sur l'individu. Donc, elle prend en compte ses croyances, ses préférences ou encore ses pensées. Donc, chaque étape de l'UX, il va engendrer une réaction comportementale et émotionnelle. C'est pourquoi, en fait, il est essentiel de comprendre le comportement de l'utilisateur lorsqu'il interagit avec un système afin d'en tirer les aspects positifs et les différents axes d'amélioration. Donc, une expérience UX et UI optimale, elle entrera dans une logique de fidélisation et d'acquisition. Néanmoins, il faut avoir conscience que l'UX expérience, l'analyse de l'UX expérience, elle est subjective, ce qui peut rendre son évaluation donc difficile. Donc, dans notre revue scientifique, on a pu étudier une méthode d'analyse qui est l'approche mixte, qui lie en fait des méthodes traditionnelles de l'analyse basées sur des aspects qualitatifs, avec notamment les mesures qui sont autodéclarées, donc qui reposent sur le partage des sentiments et des pensées. On va l'analyser avec, par exemple, la mise en forme d'un journal quotidien qui permet de retracer l'expérience utilisateur, également analyser les roues des émotions. On en a deux ici, avec la roue des émotions de Plutchik et de Genève. Et également la création de questionnaires qui sont basés sur divers aspects de l'UX, comme l'affect, l'esthétisme ou encore l'attractivité. En autre analyse donc, qualitative, on a les observations. L'objectif, en fait, c'est d'observer l'utilisateur sans que celui-ci il s'en rende compte. Ça permet en fait de pallier le problème de certaines personnes qui ont des difficultés qui peuvent être verbales ou encore cognitives.
Et il faut savoir également que les humains, ils expriment leurs émotions via leurs expressions faciales. Donc l'observation, c'est un moyen passif de mesurer l'expérience utilisateur. Et là, du coup, le nouvel ajout de cette méthode mixte, donc ça a été... non, là, c'était les observations. Oh, pardon. Et le nouvel ajout donc, de la méthode mixte, ce sont les mesures qui sont physiologiques. Donc, afin d'y intégrer là, une dimension qui va être plus quantitative. Donc, en fait, on va mobiliser des capteurs qui vont être positionnés sur le corps de l'utilisateur pour pouvoir collecter les informations qui là sont physiques et quantifiables. Donc, ces capteurs, ils peuvent détecter les états qui ont une relation directe avec des conditions cognitives et affectives de l'utilisateur. On a vu, donc là, il y a juste une petite image, donc c'est avec l'eye tracking, donc c'est une de ces méthodes. Il faut savoir que ces trois mesures, elles sont complémentaires, car la faiblesse de l'une va faire la force de l'autre. Et par ailleurs, l'approche mixte que l'on a pu voir, elle peut être complétée par ce modèle d'analyse de l'UX expérience. Donc, il a été plus détaillé dans notre dossier, mais en tout, l'objectif, c'est de suivre chacune des étapes. Ça débute de la planification à l'exploration, l'idéation, la phase de génération et enfin la phase d'évaluation qui est la plus importante et qui permet de tester la qualité des solutions grâce à des utilisateurs qui sont ciblés. Donc, cette étape, elle est essentielle car elle va définir, comme on l'a dit précédemment, les axes d'amélioration pour pouvoir déployer le système ou le produit. Donc ensuite, on s'est focalisé un peu plus sur la notion de lean marketing. Donc, qu'est-ce que le lean marketing? Donc, c'est une méthode d'analyse en fait qui est utilisée par les experts et qui vient contrer le possible manque de rationalité des autres analyses qui sont plus traditionnelles. Donc, dans cette pratique, l'échec il est considéré comme une source de réussite car elle va inciter à une amélioration du site. Donc, en effet, les entreprises, elles souhaitent optimiser leurs revenus. Elles sont donc obligées de faire du lean marketing afin d'augmenter les KPI, résoudre les problèmes liés à la navigation. Donc, certes, ce processus, il est long, mais il permet aux entreprises de gagner en performance dans leur UX expérience. Donc, le concept, il peut être modélisé par une sorte de boucle d'apprentissage qui repose sur un principe d'innovation continue et d'adaptation permanente. Donc, cette boucle, elle est composée de 3 étapes rationnelles. Donc, tout d'abord, on a construire, ensuite mesurer et apprendre. Et en fait, la boucle, sera répétée de nombreuses fois. Donc, il faut savoir également que le lean marketing, il va de pair avec le marketing agile qui est fondé sur un principe de rapidité et de dynamisme. Donc, en effet, on dit que plus vite la boucle d'apprentissage, elle sera bouclée, plus vite les améliorations, elles seront effectuées. Donc, par conséquent, cette méthode, elle nous oblige à prioriser nos idées, identifier les peines et les douleurs du client grâce notamment à du brainstorming, lister les frictions et trouver des solutions adéquates. Donc, il faut savoir que toute action de lean marketing, elle est effectuée dans un objectif qui est précis, avec des coûts qui sont mesurés à l'avance. Donc, nous, on peut intégrer cette pratique au sein d'une stratégie inbound marketing, puisqu'en effet, le lean marketing, il souhaite faire venir les clients à soi grâce à Internet, plutôt que de procéder à des techniques qui sont plus traditionnelles comme l'outbound marketing, souvent plus coûteuses. Donc, de ce fait, les objectifs du lean marketing, ils peuvent être comparés à un entonnoir à 5 étages, donc, comme on a vu ci-dessous. Donc, pareil, il a été plus détaillé dans le dossier. Dans toutes les étapes, ça va débuter du principe d'acquisition à l'activation, à la rétention, à la recommandation, jusqu'à arriver du coup au résultat, qui est l'objectif final du lean marketing et qui va influer positivement sur le résultat de l'entreprise. Ensuite, on a fait aussi le choix de nous intéresser à l'un des tests qui entre dans une logique de lean marketing. Donc, il s'agit du test and learn, autrement considéré comme le A/B testing, qui permet de mesurer l'impact d'un changement de version d'une variable sur l'atteinte d'un objectif, que ce soit le clic ou la validation. Et ce processus peut comparer 2 versions de variables à part égale ou bien une option contre une autre option déjà utilisée sur le site Internet. À savoir qu'il est relativement simple de mettre en place ce type de test. Il faut néanmoins s'assurer que la différence constatée entre les 2 variables est statistiquement significative. De ce fait, en fonction des résultats obtenus, les investissements sont développés, maintenus ou bien arrêtés. Donc, ces tests permettent de comprendre comment les utilisateurs réagissent face à une interface numérique changeante. Ça s'inscrit dans un objectif d'amélioration du taux de conversion et de meilleure perception du système. Donc, il est conseillé de procéder à ce type de test à chaque fois que notre interface subit une modification majeure. Et par ailleurs, l'A/B testing n'est pas un test isolé parce qu'il existe d'autres méthodes de lean marketing pour pouvoir analyser les axes d'amélioration. Donc maintenant, on va passer au guide d'entretien, notre guide d'entretien vierge. Donc, on a choisi 3 thématiques pour l'entretien avec notre professionnel, s'inspirant des parties du dossier de recherche, donc à savoir les définitions des termes UI et tunnels de vente avec leur similitude et l'exemple d'Aromazone, ainsi que les analyses de la performance,
aussi les expériences de notre répondant. Donc ici, notre professionnel s'appelle Charlie Liotte-Royer et était ancien étudiant de l'IAE Lille en MDD. Et il nous a donné des réponses pertinentes qui nous ont grandement aidés pour une meilleure compréhension du métier et des enjeux qui en découlent. Donc vous l'avez d'ailleurs constaté grâce un peu aux extraits audio de l'entretien, même s'ils n'étaient pas très nombreux. Donc voilà, maintenant on va passer à l'analyse du contenu de ce qui nous a de l'entretien. Donc on a fait des fréquences, mais en fait les fréquences, on a compris après qu'il fallait faire des pourcentages. Donc désolée pour ça. Voilà. Donc on a repris les thèmes de l'entretien pour détecter les mots récurrents. Donc tous les thèmes confondus, on a le mot utilisateur et interface qui reviennent parce qu'ils font partie de la définition même des termes UX/UI et tunnel de vente. Donc il est normal qu'ils soient souvent utilisés. Ensuite, on aura les mots développement et naviguer qui sont répétés régulièrement. Donc, cette situation démontre notre sujet et englobe des notions importantes parce qu'il reflète la pensée aussi de l'interviewé en matière du UX et UI, tout comme l'expérience et problèmes qui sont au centre du métier de l'interviewé. Donc, son objectif est de régler les problèmes récurrents en ce qui concerne la navigation, le développement d'une plateforme, tout en améliorant celle-ci. Donc, l'ergonomie et l'intuitivité sont aussi des points qu'un professionnel de UX se doit de contrôler grâce à l'expérience client. Donc, les performances d'une entreprise reposent entièrement sur l'amélioration continue de leur interface et de la recherche de la meilleure expérience client possible. Donc, pour finir, l'étude de ce sujet nous a permis de répondre à notre problématique comment les entreprises, en intégrant la stratégie UX, UI et tunnel de vente, peuvent améliorer leurs performances et satisfaire davantage les utilisateurs. Donc, pour pouvoir optimiser ces éléments-là, il est essentiel de comprendre les besoins et attentes des utilisateurs. Ça nous permet ainsi d'établir un plan d'action pour répondre à leurs besoins au maximum. Et ce plan est ensuite étudié grâce à des outils d'analyse tels que les KPI. Et comme nous l'avons vu, c'est en évaluant l'UX que l'on comprend et que l'on devine les sentiments des utilisateurs concernant le produit ou le service. Et l'expérience peut être évaluée par le biais de mesures physiologiques ou de méthodes mixtes. Donc, une fois l'analyse effectuée, on peut ensuite appliquer des recommandations et procéder aux axes d'amélioration. Donc, l'optimisation obtenue permettra la fidélisation et l'acquisition des utilisateurs. Donc, c'est par l'analyse régulière des indicateurs que l'on peut contrôler si la stratégie marketing digitale est toujours efficace. Donc, pour s'assurer d'être en bonne adéquation avec les utilisateurs, il faudra se remettre constamment en question et pour rester en accord avec leurs attentes et qui évoluent perpétuellement.